Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je vais vous raconter 3 histoires d'horreur qui vont, comme vous avez l'habitude, vous mettre des petits frissons sur la peau. Donc écoutez, je sais que vous adorez ça, donc on va pas patienter plus longtemps que ça. On va se plonger directement dedans. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Holly. Holly venait d'avoir 6 ans et le jour d'Halloween, c'était également l'anniversaire de mariage de ses parents. Pour fêter ça, ils ont décidé de se rendre au restaurant en amoureux sans leur fille. Donc forcément, quand tu quittes le domicile familial et que tu laisses ton enfant à la maison, en bas âge, il faut faire appel à une babysitter. Sauf qu'il y a un petit problème. Sachant qu'on est le soir d'Halloween, les parents ont du mal à faire appel à une babysitter. Il n'y en a pas beaucoup en fait qui sont disponibles. Ils arrivent finalement à en trouver une jeune fille qui s'appelle Jessica, qui vivait dans la rue. Ils l'ont appelée, ils lui ont demandé si elle était disponible, elle a dit que oui, nickel. Quand Jessica est arrivée, les parents ont donné leurs petites instructions, notamment leur numéro de téléphone, que Jessica devait utiliser s'il y avait le moindre problème avec l'enfant. Les parents sont ensuite partis pour leur dîner, et Jessica a préparé le dîner de la petite Holly et s'est ensuite assise pour regarder la télévision. Une fois que Holly avait terminé de manger son plat principal, elle a demandé à Jessica si elle pouvait avoir du dessert. Jessica dit d'accord, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Holly répond de la crème glacée, avec un très grand sourire. Apparemment c'était son plat préféré. Jessica ouvre le frigo et elle ne voit pas de crème glacée, du coup elle dit je ne sais pas si vous en avez, j'en trouve pas. Holly répond c'est dans le congélateur qui se trouve dans la cave. Vous sentez que ça commence à puer quand on parle de cave déjà. Histoire d'horreur plus cave, tu sais que ça fait pas bon ménage. Jessica ouvre donc la porte de la cave, elle allume la lumière, sauf que, encore une fois, problème, la lumière ne s'allume pas bien qu'elle appuie sur l'interrupteur. Jessica décide donc quand même de descendre dans la cave, elle fait très attention pour ne pas tomber dans les escaliers, et effectivement, elle trouve bien le congélateur dans la cave. Elle ouvre la porte, elle trouve de la crème glacée, elle la prend, et en refermant la porte, elle jette un petit coup d'œil. Vous savez, dans certaines caves, des fois on a une petite fenêtre en haut de la cave où on a une vue sur l'extérieur. Et là, Jessica va voir quelque chose. Elle voit une petite fille avec des cheveux blonds. La jeune fille qui était aperçue par Jessica avait un t-shirt rouge et elle avait l'air un peu de danser derrière la fenêtre. Jessica n'arrivait pas à discerner son visage. La seule chose qu'elle arrivait à remarquer en fait, c'est que la fille avait quelque chose de noir sur la tête. La babysitter se dit que ce n'est sûrement rien, que c'est le soir d'Halloween, donc c'est sûrement une petite fille qui s'amuse, qui était partie chercher des bonbons. Elle décide donc de ne pas y prêter plus attention que ça. Et là la question que vous vous posez c'est, mais est-ce que ça va lui coûter la vie éventuellement cette erreur d'attention? Vous allez voir. Jessica remonte à l'étage, au rez-de-chaussée, elle arrive à remonter sans problème, elle ouvre le pot de crème glacée, elle le donne à Holly, et ensuite elle lui dit « Bon appétit !» Sauf que Holly lui dit « Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de sirop de chocolat en plus s'il te plaît ?» Jessica répond « D'accord, où est-ce que ce sirop de chocolat est rangé ?» Et encore une fois Holly va répondre « Dans la cave ». Jessica retourne dans la cave, la lumière ne marche toujours pas, et ensuite elle est sur place en train de chercher le fameux sirop de chocolat. À la fenêtre, elle remarque qu'il y a toujours la même petite fille qu'elle avait vue la première fois, qui fait toujours la même chose. À une différence près. Cette fois-ci, elle fait face à la fenêtre. Jessica remarque que la petite fille porte quelque chose d'inhabituel, un masque très particulier. C'était un masque noir avec aussi des couleurs rouges, et la bouche de ce masque était très déformée et on voyait apparaître de très larges dents, mais des dents aussi pointues. Jessica est très mal à l'aise par rapport à ce masque. Elle se dit, elle a un très bon costume pour Halloween, ça me fout la chair de poule. La babysitter trouve le sirop de chocolat, elle remonte au rez-de-chaussée et elle verse ensuite un peu de sirop de chocolat dans la crème glacée de Holly. Holly dit merci, mais est-ce que je pourrais avoir aussi un petit peu de bonbons en plus? Holly est littéralement très chiante, elle pourrait pas demander tout ce qu'elle veut d'un coup, comme ça on lui ramène tous les bonbons d'un coup et après c'est terminé. Jessica répond laisse-moi deviner, je vais deviner où se trouvent les fameux bonbons, dans la cave n'est-ce pas? Et Holly répond oui, c'est ça. Ah ces enfants. Vous vous doutez certainement de ce que fait Jessica, elle redescend à la cave, et pendant qu'elle est en train de marcher, elle rejette un coup d'œil à la fenêtre où elle avait vu la petite fille. La petite fille est toujours là, elle fait toujours la même chose, encore une fois à un détail près. Cette fois-ci, elle tient dans sa main un grand couteau de boucher. Je pense que le costume d'Halloween commence à partir en cacahuète déjà. Jessica instantanément devient très mal à l'aise, ce qui est totalement normal quand tu vois un enfant avec un masque déjà très effrayant et en plus de ça qui tient un couteau de boucher, je pense que tu te dis pas c'est normal. Mais Jessica essaye de rationaliser positivement la chose. Elle se dit peut-être que ça fait partie de son costume d'Halloween. C'est sûrement un faux couteau parce qu'elle ne pense pas que des parents laisseraient leur petite fille jouer avec un couteau comme ça en pleine rue. Ce qui semble plutôt logique. Jessica dans la cave trouve les bonbons et sachant qu'elle est un peu mal à l'aise cette fois-ci, elle se dépêche de remonter à rez-de-chaussée.
elle monte les marches deux par deux. Elle ramène les bonbons à Holly. Holly prend les bonbons et en verse un petit peu sur sa crème glacée. Et elle dit maintenant, super, j'ai tout ce qu'il me faut, sauf, il y a toujours un sauf, une petite cerise pour mettre au haut de la crème glacée. Et là, Jessica pose la question, enfin, qu'elle aurait dû poser depuis le début, est-ce que c'est la seule chose dont tu auras besoin? En mode, après, tu me refais pas descendre encore 5 fois derrière à la cave. Elle lui dit clairement, c'est la dernière fois que je descendrai. Donc tu me dis maintenant tout ce qu'il te faut, ou sinon, si tu te manques encore de choses après, tu les auras pas. Holly répond, je le promets. La babysitter descend lentement dans la cave, toujours dans la pénombre, rappelons-le, il n'y a pas de lumière. Elle cherche les cerises, elle les trouve, elle jette un petit coup d'œil à la fenêtre, et là, la petite fille qui était là les fois précédentes n'est plus là. Aucun signe de la petite fille avec son masque et son couteau. Apparemment, on pourrait dire que le problème est résolu. Jessica soupire, c'est un soupir où elle se relaxe, elle se dit ouf, je n'aurais plus affaire à cette petite fille qui me rendait mal à l'aise dès que je descendais dans la cave. Donc elle prend les cerises et elle remonte les escaliers de la cave pour aller au rez-de-chaussée pour la dernière fois. Jessica rentre dans la cuisine et là, elle fait face à un spectacle horrible. Elle voit le visage d'Holly plongé dans sa crème glacée, du sang qui coule partout sur la table, et Jessica se rend compte que la gorge d'Holly a été tranchée. Jessica crie de terreur et de panique, elle lâche les cerises qu'elle avait en main, elle court dans la salle de bain pour s'enfermer et appeler le 911. Elle s'assoit sur le sol, pleure à chaudes larmes en attendant que la police arrive. Après ce qui a semblé encore une fois durer une éternité, elle entend des sirènes à l'extérieur. Elle entend également la porte d'entrée se claquer parce que les policiers ont défoncé la porte. Elle entend la voix d'un homme, un policier, qui l'appelle. Elle déverrouille la porte de la salle de bain et effectivement, elle se trouve bien face à un policier. Les policiers qui sont venus sur place recherchent dans toute la maison des indices, mais ils n'ont trouvé aucune trace quelconque qui pourrait montrer qu'un intrus s'est introduit dans la maison. Donc on a affaire à quelque chose de mystérieux. Quelques minutes après que la police est retournée à la maison, le père et la mère de Holly arrivent. Ils sont totalement choqués de voir le corps de leur petite fille transporté à l'extérieur de la maison dans un sac mortuaire. Le père s'assoit sur le porche de la maison, sur une des marches, il prend sa tête entre ses mains, il pleure, il ne comprend pas du tout ce qui s'est passé. Les parents, eux, avaient eu un dîner totalement tranquille, ils ne s'attendaient totalement pas à ça en rentrant chez eux. La mère pleurait également, mais elle s'est approchée de Jessica, naturellement pour lui demander ce qu'il s'est passé. Elle dit donc, mais que s'est-il passé? Et elle répond, je suis vraiment désolée. J'étais dans la cave, il y avait une petite fille de l'autre côté de la fenêtre, une petite fille avec un masque et un couteau. Elle est restée là pendant un bon moment devant la fenêtre. Je pense que c'est elle qui a assassiné Holly. Ce à quoi la mère répond, mais Jessica, c'est impossible, il n'y a aucune fenêtre dans la cave, seulement des miroirs. Sacrée affaire, n'est-ce pas? Là on va avoir plusieurs théories. On peut se dire que Jessica est celle qui a tué Holly, et qu'en fait dans le miroir elle se voyait telle qu'elle était, c'est-à-dire une meurtrière. On peut se dire qu'il y a quelque chose de paranormal, qu'il y avait un fantôme meurtrier qu'on pouvait apercevoir dans le miroir, ou alors, troisième théorie, qu'il y avait un intrus dans la maison, et qu'à chaque fois qu'Holly regardait à la fenêtre, en fait ce qu'elle voyait c'était derrière elle, et qu'effectivement il y avait un intrus qui était là, à la narguer, à danser devant le miroir, faisant croire qu'elle était à l'extérieur de la maison. La théorie que je préfère, c'est la théorie que c'est Jessica qui aurait assassiné la petite fille. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait un twist super intéressant à la fin, parce que pas une seconde j'aurais pensé à ça, personnellement. Moi je me disais que la petite fille allait s'attaquer à Jessica et non pas à la petite fille. Dites-moi, vous en commentaire, la théorie que vous avez vis-à-vis de cette histoire. Ce que je vous ai dit, moi ça veut pas dire que c'est ça la vérité, c'est uniquement mon avis personnel, mais en tout cas je pense qu'on peut imaginer plein de choses. Et j'ai hâte de voir aussi les retours que vous allez avoir sur cette histoire, parce que là, un meurtre sans intrusion, sans présence de quelqu'un d'autre, c'est pour ça moi que j'ai un peu la puce à l'oreille que ce serait Jessica. Après, libre à vous d'avoir votre propre avis sur la question. Les amis, on part sur une deuxième histoire. Histoire totalement creepy également. On n'est pas là ici pour se détendre, on est là pour se faire peur. Isabella et Chloé étaient des américaines adolescentes totalement classiques. Après l'école, elles passaient leur temps ensemble. Elles regardaient des films d'horreur, elles sortaient faire du shopping, enfin, elles faisaient des choses totalement normales pour des adolescentes. Elles adoraient faire des fêtes, traîner avec leurs amis, s'amuser, juste profiter de la vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne pouvaient pas du tout se douter de ce que la vie leur réservait comme événement horrible. Une nuit, Isabella et Chloé ont décidé de s'accorder une petite soirée entre filles où elles n'étaient que toutes les deux. Elles ont prévu de fuyer de la maison pendant que leurs parents dormaient pour se rendre dans une boîte de nuit. Isabella a embrassé ses parents en leur disant bonne nuit et les parents ne se doutaient pas du tout de ce que leur fille avait prévu de faire. Et ensuite, elle est partie faire genre qu'elle allait se coucher.
Quand elle était persuadée que tout le monde dormait, elle s'est saisie de son téléphone et a appelé son amie Chloé pour lui dire de la retrouver au magasin en bas de la rue pour ensuite faire ce qu'elles avaient prévu. Chloé dit ok et après cela, les deux filles raccrochent. Isabella a ouvert doucement sa fenêtre pour ne réveiller personne parce que si elle se fait cramer, elle est foutue. Et elle arrive tant bien que mal à se rendre dans la rue de son voisinage, là où elle habite, qui était totalement déserte. Pendant qu'elle descendait la rue pour se rendre au point de rendez-vous avec son amie Chloé, elle a eu un sentiment étrange, celui d'être regardée. Déjà, c'est pas bon signe ça, surtout de nuit. Elle avait des sueurs froides sur sa nuque. Vraiment, elle a été très mal à l'aise de la situation. Elle ne savait pas ce qui la rendait mal à l'aise forcément, mais juste ce sentiment l'a un petit peu apeurée. Elle arrive à se rendre du coup au magasin, au point de rendez-vous, mais il n'y avait personne. Elle décide donc de prendre son téléphone et d'appeler Chloé pour savoir où elle en est, elle de son côté. Elle arrive à avoir son amie et lui dit « Je suis au magasin, dépêche-toi ou je rentre chez moi ». Chloé, assez curieuse, dit « Bah qu'est-ce qui se passe ?» Et Isabella répond « Je ne sais pas trop, j'ai un mauvais pressentiment, ce n'est pas comme les autres nuits où on a pu fuguer et faire ce genre de choses, j'ai un mauvais pressentiment, quelque chose ne tourne pas rond. » Chloé rigole, ne la prend pas au sérieux, et lui dit clairement « Arrête ça, tu deviens paranoïaque. Je serai là dans 2 minutes. » Isabella raccroche le téléphone, mais son mauvais pressentiment ne disparaissait pas. Bien que son ami devait arriver, elle se sentait toujours mal à l'aise. Elle avait toujours ce sentiment que quelqu'un la regardait. 5 minutes plus tard, Chloé arrive au magasin, les deux filles sont donc heureuses de se retrouver, et elles se dirigent donc ensuite à la boîte de nuit. Elles sont donc arrivées tranquillement, sans encombre, à la boîte de nuit. Elles n'avaient pas l'âge pour aller dans l'établissement, mais le vigile ne leur a pas demandé leur carte d'identité, du coup ils ont pu rentrer et rejoindre la fête tranquillement. Elles ont donc dansé, elles se sont amusées, elles dansaient sur la musique, elles flirtaient avec des mecs dans la boîte de nuit, et aux alentours de 3 h du matin, Isabella parlait avec un garçon qu'elle trouvait vraiment très mignon. Ce garçon avait approximativement 10 ans de plus qu'elle. Et là, tout d'un coup, elle reçoit un message. Elle sent son téléphone qui vibre, elle regarde, c'était un message de son ex-petite amie qui s'appelle Anthony. Elle est assez étonnée parce qu'elle n'avait plus entendu parler de lui depuis qu'ils avaient rompu, c'est-à-dire il y a environ 1 mois. Le message disait « Viens dehors, j'ai une très grosse surprise pour toi ». Assez étonnant comme message. Là on peut se dire, est-ce qu'il est devant chez elle ou devant la boîte de nuit? S'il est devant la boîte de nuit, ça veut dire qu'il l'aurait potentiellement suivi. Est-ce que ce serait lui la personne qui l'a suivi et qui la rendait mal à l'aise? Mystère. En tout cas, la suite de l'histoire va nous le dire, je pense. Donc comme vous, comme moi, Isabella est assez curieuse, elle jette un coup d'œil aux alentours pour rechercher Chloé. Elle voit qu'elle est occupée à parler à un autre homme. Isabella décide de ne pas la déranger et de marcher toute seule à l'extérieur de la boîte, très mauvaise idée, pour voir en fait ce qu'il en est. Elle avait fait uniquement quelques pas quand elle a reçu un autre message. Il y avait marqué « Rejoins-moi au coin où il y a les poubelles ». Dans la rue, il n'y avait personne, c'était désert, et Isabella avait un petit nœud à l'estomac, comme si elle était stressée, elle était mal à l'aise, elle avait un très mauvais pressentiment par rapport à la situation. Mais elle décide de ne pas écouter son instinct et de continuer de partir à la rencontre de son ex-petite amie. Mais rappelez-vous, dans la boîte de nuit, Chloé, elle, est toujours là et elle n'est pas au courant que Isabella est partie. Du coup, à un moment donné, elle se dit « Mais où est mon amie ?» Elle recherche un peu dans la boîte de nuit, mais elle ne trouve rien. Normal, Isabella n'est plus là. À 3 h 27 du matin, Chloé reçoit un message d'Isabella qui lui dit « Dépêche-toi de me retrouver à l'extérieur ». Quand Chloé est à l'extérieur de la boîte de nuit, elle reçoit un autre SMS. « Je suis dans le coin à côté des poubelles, viens me voir briller ». C'est assez étrange comme expression, non? Viens me voir briller. Qu'est-ce que ça veut dire? Chloé suit donc la direction qu'on lui a indiquée. Elle traverse la pénombre et les rues désertes. Et enfin, elle arrive à l'endroit du rendez-vous. Et là, je suppose que vous vous en doutez, mais elle assiste à un spectacle totalement horrible. Son cœur se fiche presque dans sa poitrine tellement elle est horrifiée par ce spectacle. Isabella était pendue à un lampadaire de la rue, juste à côté des poubelles. Des guirlandes de Noël avaient été accrochées à ses chevilles, ses vêtements avaient été totalement arrachés et on pouvait voir au niveau de son ventre des plaies comme si elle avait été poignardée à plusieurs reprises. Chloé tombe par terre et commence à crier d'hystérie. Des personnes qui étaient à l'entrée de la boîte de nuit ont entendu ces cris et se sont dirigées vers la provenance de ces sons pour voir ce qu'il en était. Ils ont vu effectivement le corps d'Isabella dans l'état dans lequel Chloé l'a vu et ils étaient également horrifiés par ce spectacle. Bien sûr, la police a été appelée et ils ont interrogé Chloé pendant des heures. Toujours en état d'hystérie, elle était totalement traumatisée par ce spectacle qu'elle avait vu et ce qui est totalement normal, elle a du mal à répondre à leurs questions. Elle arrive à dire qu'elle s'était donné rendez-vous pour aller en boîte de nuit, raconter un peu qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant cette soirée, essayer de comprendre. Elle essaie de se souvenir de toutes les personnes à qui elles ont parlé dans la boîte de nuit, qui auraient pu s'en prendre à Isabella. La police demande si
Chloé est au courant de quelconque menace pour Isabella, quelqu'un qui pourrait lui en vouloir, mais elle n'arrivait pas à se souvenir de quoi que ce soit. Elle n'avait pas l'impression que quelqu'un aurait pu mettre en danger la vie d'Isabella. Et en plus de ça, Chloé se sent très mal parce qu'elle veut justement aider à retrouver l'assassin d'Isabella, mais elle n'a aucune idée de comment faire, elle n'a aucun indice à fournir. Pendant l'interrogatoire, un des policiers sort quelque chose d'une enveloppe en plastique. Il y avait du sang dessus et le policier dit « On a trouvé ça dans la gorge d'Isabella, ça semble être pour toi ». C'était un morceau de papier, il y avait marqué Chloé, et avec des mains tremblantes, Chloé a pris le papier, l'a un peu déplié et l'a lu. La lettre disait « Peut-être que si tu restais au lit comme tu es supposé le faire, des choses comme ça n'arriveraient pas. Ne sors jamais comme ça la nuit, des choses horribles pourraient arriver. » Chloé est totalement choquée, les policiers reprennent l'enveloppe et ensuite Chloé est emmenée à l'hôpital parce qu'elle s'évanouit. Le lendemain, Chloé va un peu mieux, elle est ramenée chez elle. Ses parents lui disent que l'ex-petite amie d'Isabella, Anthony, a été arrêté pour le meurtre, mais qu'il a ensuite été relâché parce qu'il aurait été interrogé avec un détecteur de mensonges et apparemment rien ne l'incriminait. Il a dit que son téléphone avait été volé spécifiquement le jour du meurtre d'Isabella. Donc si on récapitule un petit peu la situation, on pourrait penser que quelqu'un avait ciblé Isabella, connaissait un peu son entourage, notamment son ex-petite amie, et aurait ciblé petite amie pour lui voler le téléphone et ensuite atteindre Isabella. Mais du coup, pourquoi avoir une lettre adressée à Chloé dont en plus on ne connaît pas l'auteur? Les parents ajoutent que ils n'écartent pas la piste qu'Anthony soit le meurtrier, mais en tout cas ils n'ont aucune preuve pour l'incriminer. Il est toujours sur la liste des suspects, mais ils ne peuvent pas l'arrêter si c'est lui en tout cas pour le moment. Du coup, le meurtre d'Isabella reste pour le moment non résolu. Personne n'a été incriminé pour cette terrible affaire. Le temps a passé et les gens ont commencé petit à petit à refaire leur vie et à oublier ce qui s'était passé ce soir-là. Et quand je dis que le temps a passé, c'est qu'il a beaucoup passé. On avance de 2 années dans le temps. Chloé va mieux, elle a réussi quasiment à passer à autre chose. Et une nuit, elle a appelé son petit ami actuel en lui demandant de la retrouver dans un parc à 2 h du matin. Elle a commencé à se diriger vers le parc, mais comme Isabella, 2 ans plus tôt, elle se sent mal à l'aise. Elle sent une étrange présence. Elle était presque arrivée au parc, du coup, le pressentiment, ce mauvais feeling est parti. Et là, elle a reçu un SMS. Ce SMS disait « Je suis bientôt là mon cœur, je t'aime très fort ». Naturellement, ça l'a rassurée. Elle se disait « Je serai bientôt en sécurité avec mon petit ami ». Elle devait passer par le magasin où elle avait retrouvé Isabella 2 ans plus tôt, le parc se trouvait derrière. Et là, elle entend un bruit derrière elle. Ça la panique totalement, du coup elle décide de courir tout de suite. Elle ne prend pas le temps de regarder pour voir ce que c'est, elle décide de courir. Le petit ami lui était au parc, il attendait Chloé sagement. Il a attendu 15 minutes mais sans la voir. Ça faisait 15 minutes qu'il attendait et là son téléphone a vibré, il a reçu un message de Chloé. Ce message disait « Continue de marcher un peu, tu vas me voir ». Le jeune homme écoute cette instruction, il marche un petit peu et là, accroché à un arbre, il voit le corps mutilé de Chloé. Avec une guirlande de Noël accrochée à ses chevilles, dévêtie de tout vêtement et dans le ventre, on pouvait voir des plaies qui s'apparentaient à des coups de couteau. Le petit ami était totalement choqué, il a immédiatement appelé la police qui est intervenue sur les lieux. Et le lendemain, quand le petit ami est rentré chez lui, il y avait une lettre qui l'attendait. Sur le seuil de la porte de ses parents, il a remarqué que c'était un petit peu taché de sang. Il l'a ouverte et il y avait marqué « Ne sors pas la nuit, des choses terribles pourraient arriver ». C'est très mystérieux parce que c'est exactement la même lettre qui avait été adressée à Chloé. Les meurtres sont à ce jour, encore une fois, non résolus. J'aurais aimé vous dire que ces meurtres ont trouvé leur coupable, qu'il a été arrêté et que tout est rentré dans l'ordre des choses, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la police dit que les enquêtes continuent, même s'il n'y a pas forcément de réelle avancée. Il y a des suspects qui apparaissent, qui disparaissent, sans jamais réelle preuve pour les incriminer. Toutes les personnes qui ont été approchées de près ou de loin concernant cette affaire vivent toujours leur vie tranquillement. Mais vous vous demandez sûrement comment j'en sais autant sur ces affaires. Je ne devrais pas vous le dire parce que c'est toujours une enquête en cours, mais si vous voulez vraiment savoir, je suis le policier qui a été affecté à cette affaire. Je suis celui qui a donné à Chloé le fameux papier qui avait été trouvé dans la gorge de son ami. Vous vous demandez aussi sûrement pourquoi le meurtre n'a jamais été résolu. Eh bien, comme j'aime le dire, ne sortez pas la nuit. De terribles choses peuvent arriver. Bon les amis, sur cette histoire, si vous n'avez pas compris, la personne qui raconte l'histoire est la personne qui a tué les 2 jeunes filles. Et en fait, cette personne-là est un policier qui fait des meurtres, visiblement. Et c'est pour ça que l'affaire n'a jamais été résolue, c'est qu'en fait, il brouille justement l'avancée des enquêteurs pour que cette affaire soit toujours non résolue, sinon il sera inculpé. C'est lui qui a volé le téléphone de l'ex-petite amie, qui a suivi Isabella dans un premier temps, ensuite il s'est attaqué à Chloé. On peut supposer également qu'à la suite de ça, il va s'attaquer
au petit ami de Chloé qui a trouvé le corps de sa petite amie. Ça c'est possible. Et je pense qu'en fait c'est comme ça que ça marche. Son mode opératoire c'est que il fait un meurtre où il laisse une lettre ensuite destinée à un proche. Le proche, il sort la nuit, va être tué. Et ensuite, il va laisser une lettre qui sera destinée à un autre proche. Et c'est comme ça, en fait, qu'il choisit ses victimes. C'est une sacrée histoire. Je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. Quand je trouvais l'histoire et que je l'ai lu, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'on allait avoir une petite révélation, quelque chose de creepy, d'assez simple. Alors qu'au final, on voit que c'est quand même beaucoup plus travaillé que ça. Comme quoi, méfiez-vous des apparences. Nous, on part se remettre un peu plus en sécurité. Parce que bon, il y a des histoires quand même qui mettent quand même pas mal la chair de poule. Je pense que vous serez d'accord avec moi. De sacrées histoires les amis, n'est-ce pas? En tout cas c'est des histoires très intéressantes je trouve, moi ils m'ont beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé vous les raconter. Surtout la deuxième où on avait un cheminement narratif très bien écrit je trouve. Personnellement je m'attendais pas à ce twist de fin, j'espère que vous non plus vous avez eu un peu la surprise. Si vous avez aimé ces histoires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!